La séance photo a viré au drame. Ce mannequin aurait posé avec l'arme lorsque celle-ci s'est déclenchée, tirant et tuant le photographe, son petit ami. Nous avons l'étrange passé de cette femme sur les réseaux sociaux. Et même si elle a dit que l'arme s'est simplement déclenchée, les procureurs et la jeune fille qui a tout vu affirment que ce n'est pas un accident. Nous avons de nouvelles informations choquantes dans cette affaire, y compris une photo que je vais vous montrer du mannequin posant avec l'arme quelques minutes avant que la victime ne soit tuée. 3 personnes seulement connaissaient la vérité sur cette séance photo improvisée à Las Vegas qui a mal tourné. C'était une séance photo avec un couteau et une arme à feu. Et les personnes qui savent ce qui s'est vraiment passé sont le suspect dans cette affaire. Un témoin qui était juste là et la victime qui était maintenant décédée. Voici la suspecte Alessandra Blaya, 20 ans. Elle est accusée de meurtre avec une arme mortelle pour ce qu'elle affirme être un accident. Un témoin a apporté de nouvelles informations sur cette affaire en expliquant pourquoi. Elle pense que ce qui s'est passé n'était pas un accident, que c'était un tir intentionnel de Blaya qui a ôté la vie à son petit ami. J'ai une photo choquante de cette séance. Je vais vous la montrer bientôt. Voici une vidéo provenant du compte TikTok, désormais supprimé d'Alessandra Blaya. Et dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'elle insère des images d'armes à feu. La police affirme d'ailleurs qu'elle avait une obsession pour les armes à feu. Mais ce n'est pas cela qui fait croire aux témoins de cette fusillade qu'il s'agissait de plus qu'un simple accident. Voici une photo de la victime, Mark Gogan. Voici ce que la police rapporte sur le 23 août, jour de sa mort. La police a été appelée dans une maison à Vegas peu avant 5 heures du matin. Selon la police, la veille, Blaya et son petit ami Mark, ensemble depuis 6 mois, étaient dans la maison. Il y avait aussi un homme et une femme propriétaires de la maison. Tout le monde, selon la police, aussi les 4 personnes avaient beaucoup bu pendant des heures. Et aussi, Blaya semblait dire aux témoins de cette fusillade qu'elle n'était pas ravie d'être en couple avec Mark, qui était mannequin et aussi photographe. La police affirme que c'était vers 4h30 du matin. Après avoir autant bu, Blaya et l'autre fille dans la maison ont décidé qu'il était temps de faire une séance photo. Donc, non seulement cette fille a dit au grand jury que tout le monde buvait dans la maison, mais elle a aussi dit au grand jury que Mark avait apporté son arme à la maison. Mark se saoulait. Elle affirme que son petit ami a vérifié l'arme, s'assurant qu'elle était vide et sans balles dans la chambre. Le témoin a déclaré au grand jury qu'Alessandra Blaya avait demandé à Mark de les prendre en photo avec un Polaroid dehors. Il y a des accessoires teints pour cette séance photo, quelques costumes, un couteau et une arme à feu. Voici une de ces photos, provenant de KLA STV. La chaîne de télévision a obtenu cela auprès des tribunaux du comté de Clark, Nevada. À droite, Alessandra Blaya, avec une arme à feu. Le témoin a dit devant le grand jury qu'elle tenait l'arme et l'a trouvée plus lourde que dans son souvenir, quand elle l'a tenue à l'intérieur, comme si quelqu'un l'avait rechargée après que son petit ami ait vidé l'arme. Le témoin déclare alors au grand jury: « Je vois le flash partir de Mark devant moi et je le regarde tout le temps. Je vois la photo s'imprimer, puis Ali vient à côté de moi. Et puis il y a un autre flash qui part, et cette fois, c'est vraiment fort. Mark et l'appareil photo tombent. Ce flash, précise-t-elle, n'était pas le Polaroid, mais une arme à feu. Mais Blaya aurait dit à la police qu'elle pensait que l'arme était vide et qu'elle ne savait pas comment elle s'était déclenchée. Ça rappelle un peu l'argument qu'Alec Baldwin a avancé sur le tournage du film Rust. Évidemment, dans cette histoire, c'est une situation très différente. Ensuite, on a demandé à la témoin ce qu'elle pensait que Blaya faisait lorsqu'elle s'est rapprochée d'elle avant le coup de feu. Et elle dit qu'elle a perçu que Bla pointait l'arme sur Mark. Blaya a aussi déclaré aux agents qu'elle connaissait peu les armes à feu et n'avait pas suivi de cours de sécurité. Cependant, la témoin a déclaré devant le grand jury que plus tôt dans la soirée, elle avait vu Mark et Alessandra Blaya démonter l'arme, puis en remonter les pièces. Nous avons également trouvé le TikTok de Blaya, où une vidéo la montre en train de retoucher des photos pour y ajouter des images d'armes à feu. Il semble aussi qu'elle ait une cible tatouée sur la poitrine. Il semble également que Blaya n'éprouvait pas les mêmes sentiments pour Mark que lui en avait apparemment pour elle, a déclaré le témoin. Après avoir dit à Blaya à quel point Mark tenait à elle, elle a dit qu'elle était, je cite, dégoûtée par cela et qu'elle n'aimait pas appeler Mark son petit ami. Ensuite, le témoin dit que Blaya est devenue violente dans la maison, je cite. Alors elle prend mon téléphone, elle suit son compte privé et dit:
C'est un compte secret que Marc ne connaît pas. Et puis après ça, on retourne finir la bouteille et elle la prend et la frappe contre le corps de Marc pendant qu'il dort. Le témoin affirme que Blaya a frappé Marc aux côtes avec cette bouteille. Donc maintenant, sachant que cette relation était potentiellement à sens unique, la question se pose, Alessandra était-elle à ce point bouleversée, ou selon ses mots, dégoûtée par Marc, qu'elle le voulait mort? Est-ce le mobile du meurtre? Les procureurs affirment qu'il s'agissait d'une fusillade intentionnelle, comme l'a aussi déclaré le témoin devant le grand jury. Je dis à la famille de mon petit ami que je veux dire que je me sens comme elle. Frapper avec la bouteille est très important. Des informations sur son état d'esprit cette nuit-là. Les forces de l'ordre ont découvert lors d'une fouille des comptes de réseaux sociaux de Blaya qu'elle parlait souvent d'armes à feu en ligne et qu'elle aurait déclaré. Citation. J'aimerais pouvoir tirer sur des gens avec de vraies armes à feu et m'en sortir. Selon la police, elle a aussi évoqué tirer sur des prostituées et des sans-abri. Elle a eu une conversation avec Marc où il a proposé d'aller tirer sur un mannequin et elle aurait répondu. Citation. On doit tirer sur quelqu'un. Pour de vrai, ça va être dans les tunnels. Si ce n'est qu'une nuit, la police restera complètement dans le flou. Le détective en charge a aussi témoigné devant le grand jury, affirmant que Blaya avait présenté ses déclarations comme une simple blague. Mais elle a aussi dit à la police qu'elle avait un lien avec un tueur en série. Concernant ce lien familial avec un tueur en série, voici la vidéo selon KRQE Télévision. La police dit qu'elle est la petite fille d'un homme nommé Joseph Blaya. En 2015, Blaya a été condamné pour agression sexuelle au Nouveau-Mexique. Mais il aurait été suspecté dans les meurtres de 11 femmes qui étaient toutes des travailleuses du sexe, ces crimes ayant eu lieu entre 2001 et 2005 au Caire. Nous retrouvons Michel Traiano, avocat de la défense à Las Vegas, pour discuter de cette affaire. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Je sais que tout cela se déroule dans votre ville. Je voudrais d'abord commencer par l'accusation à laquelle Alessandra Blaya est confrontée. C'est un meurtre prémédité commis avec une arme mortelle. Que devront prouver les procureurs pour qu'elle soit jugée coupable? Eh bien, d'après la quantité limitée de faits disponibles au public à ce stade, nous savons que la personne décédée a été tuée par arme à feu. Nous savons que la prévenue dans cette affaire a tiré avec cette arme à feu. Donc, à partir de là, nous connaissons essentiellement la manière dont cette personne a été tuée. Maintenant, cela va se concrétiser au procès si cette affaire n'est pas réglée avant. Quant à savoir s'il s'agit d'un meurtre au premier degré, était-ce intentionnel, prémédité, avec préméditation et malveillance? Était-ce quelque chose de moins grave que cela, ce qui, au Nevada, correspond à un meurtre au second degré, ou était-ce encore moins grave, c'est-à-dire un homicide volontaire? Ce n'est apparemment pas le cas. Aucun argument de crime passionnel n'est avancé. Si jamais il y a un argument, ce sera plutôt un argument de décharge accidentelle de la part de la défense, un peu comme, si vous voulez, l'affaire Alec Baldwin. C'est ce que je pensais, hein, vraiment. Il y a quelques éléments différents dans cette affaire, mais je réfléchissais à la défense. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Je n'avais aucune idée que ce pistolet contenait une balle. Je n'avais aucune idée de ce qui s'est passé. Mais vous avez ce témoin, cependant, dans le témoignage devant le grand jury, qui semble penser que ce n'était pas simplement un accident, que cela aurait pu être intentionnel. Qu'en pensez-vous? Apparemment, elle n'avait pas une très bonne relation avec ce petit ami qui finit par mourir. Ils ont eu un conflit plus tôt ce soir. Qu'en pensez-vous? Juste ce que ce témoin disait à propos, en quelque sorte, de ces moments qui ont précédé et de quel aurait pu être son état d'esprit. Oui, c'est très intéressant. Et je fais face à cela dans beaucoup d'affaires, que ce soit aussi grave qu'un meurtre ou de la violence domestique, ou même n'importe quelle situation criminelle qui dégénère. Il y a beaucoup de nuances dans les relations, et généralement, le jury ne s'inquiète pas vraiment des étiquettes, si vous voulez. Est-ce un couple? Il y avait une relation. Nous savons ce que c'est. Et il semble, d'après ce témoin auquel vous faites référence, que vous parlez du défunt. L'homme avait beaucoup de sentiments, des sentiments plus forts pour la personne qui a tiré sur l'accusé dans cette affaire particulière. Donc, que ce soit réciproque ou non de sa part, bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent, mais il est clair qu'elle le voyait de façon dénigrante. Et il y a eu une allégation selon laquelle elle l'aurait frappé avec une bouteille d'alcool pendant qu'il dormait, et sa réaction était plutôt indifférente. Il semble vraiment qu'il se passe quelque chose dans son esprit. Cela devra être exposé au jury. Et avant d'aller plus loin, je pense que, vous savez, quand les gens entendent parler du témoignage devant le grand jury, et vous savez, je crois que la transcription et tout le reste faisait environ 75 pages que nous avons lues. Et vous entendez cette femme, vous savez,
son récit de ce qui s'est passé. Pour les gens qui entendent tant de ces détails, et quand on regarde l'ensemble de la façon dont cette affaire pourrait se dérouler, comment devrions-nous, en tant que public, interpréter ce que nous lisons? Qu'en est-il d'un témoignage devant un grand jury et de son impact sur une affaire? Je pense qu'il est important que le public comprenne le témoignage devant le grand jury, tout comme les avocats, afin de savoir à quoi pourrait ressembler un aperçu du procès. En tant que médium, ils essaient de bien travailler et de rapporter l'information. Mais en étant de l'autre côté, en gérant des affaires, il y a d'innombrables fois où j'ai eu des affaires médiatisées qui n'étaient pas forcément biaisées. Il y a simplement une confusion des faits de la part du journaliste ou du producteur de ce reportage. Alors que la transcription du grand jury, elle, n'est soumise à aucun filtre. Vous lisez directement ce que les témoins disent. D'un autre côté, du point de vue de la défense, il faut que le public comprenne que les grands jurys sont des procédures secrètes. Elles sont à sens unique, sans contre-interrogatoire. Ce n'est donc pas vraiment comme un procès. Comme dit l'adage, on peut même inculper un sandwich au jambon. Mais cela vous donne une bien meilleure idée de ce que vous pensez potentiellement. Le témoin parlera lors de l'interrogatoire principal mené par le procureur. Mais tout peut changer après le contre-interrogatoire de l'avocat de la défense. Et comment cette personne va réagir lorsqu'on va réellement remettre en question sa mémoire des faits. Il semble que si ce témoin devait comparaître à un procès, la défense, vous savez, essaierait vraiment de l'attaquer et de remettre en cause la crédibilité de ce qu'elle a vu. Une phrase qui m'a marqué, c'est lorsqu'ils ont parlé de ce qu'elle a perçu. Et c'est le mot qu'ils ont utilisé. Cela s'est produit dans les derniers instants, et elle a dit qu'elle avait perçu que le suspect, le prévenu, avait pointé l'arme sur Margot Gaunt, qui est la personne qui a fini par perdre la vie. Il me semble qu'au tribunal, les termes perception et percevoir sont rarement utilisés. Soit vous l'avez vu faire, soit non. Comment l'aborderiez-vous ou l'avez-vous compris? Un peu cette phrase du témoin que c'était juste la perception qu'elle aurait pu pointer l'arme sur la personne décédée. C'est difficile parce qu'on sait qu'il a été abattu. Alors, l'a-t-elle intentionnellement pointé sur lui ou était-ce un accident? C'est vraiment la question principale. Parce qu'évidemment, l'arme était pointée dans sa direction, elle lui a tiré dessus et l'a tué. Que ce soit son intention et qu'elle ait réussi, personne ne le sait. Un jury va devoir trancher là-dessus. Mais oui, absolument. D'un point de vue stratégique, la défense va vraiment devoir s'attaquer, comme tu l'as dit, à sa perception. Et ils doivent reconnaître les faits. À savoir que ce monsieur a été abattu, il a été tué, donc l'arme a bien été pointée dans sa direction générale. Cela faisait-il partie de la séance photo? Plaisantait-elle? Était-ce un accident? La manipulait-elle mal? Tout ce qui n'est pas oui, elle a visé et tiré avec l'intention de tirer et de tuer sera ce à quoi ils devront faire face du point de vue de la défense. Faire une séance photo avec une arme, et je sais que je le crois. Elle a affirmé ne pas penser que l'arme était chargée, bien qu'elle connaisse les armes à feu. Il semble que cette arme était chargée puisqu'elle a tiré une balle. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une possibilité, parce que vous avez une photo d'elle tenant l'arme pendant cette séance photo, vous savez, elle a tiré avec l'arme. Quand il s'agit de décider s'il s'agit d'un meurtre au premier degré, d'un meurtre au deuxième degré, ou de quoi que ce soit d'autre, y a-t-il une chance qu'elle soit acquittée et libérée à ce stade, sachant ce qui s'est passé avec cet homme qui a été abattu et a perdu la vie? On dit qu'il y a toujours une chance, non? Bien sûr. Donc, je dirais que si la défense réussit à faire tomber l'accusation de meurtre au premier degré, à ce moment-là, ils ont déjà une victoire, non? Et tout ce qui vient après, encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, le deuxième degré, c'est tout ce qui est en dessous. L'homicide volontaire ne paraît pas établi ici car cela s'est produit sous la passion. Il n'y a aucun témoignage indiquant qu'il y a eu une sorte de montée ou de lutte liée à ce problème particulier ou à cet individu. Le défunt était violent par le passé. Il pourrait viser l'homicide involontaire. Donc, est-ce qu'elle va s'en sortir complètement? Je pense que ce serait difficile parce que s'ils vont argumenter c'était purement un accident, ce serait plutôt un homicide involontaire. D'abord, l'accusation refusera. Ils répéteront toute la journée meurtre au premier degré. Mais l'argument contraire, c'est que si le parquet avait des doutes et penchait vers un homicide involontaire, ou carrément l'acquittement, ou excusez-moi, c'est un peu ça le débat, ou à l'inverse, elle jouait avec une arme à feu. Ce n'est pas un accident. Qu'elle ait su ou non que l'arme était réellement chargée, c'est au minimum une mise en danger par imprudence. Et je pense qu'au mieux, elle serait inculpée d'homicide involontaire
Et ensuite, quand il s'agit de ça, parce qu'en réalité, il n'y a que 3 personnes qui savent ce qui s'est passé. Il y a ce témoin, il y a la prévenue, et puis, bien sûr, l'homme qui n'est plus là. Pour, vous savez, la victime dans cette affaire, hein, je sais que la police a expliqué ce qu'ils disent. Elle était fascinée par les armes à feu et exprimait en ligne son intérêt pour la violence. De toute évidence, d'après ce que disait le témoin, il y avait beaucoup d'alcool cette nuit-là. Et elle ne se sentait pas bien dans la relation qu'elle avait avec la victime. Mais ensuite, on arrive à ce moment où le coup de feu part et personne, on dirait vraiment ne... On pense qu'elle a peut-être visé intentionnellement, mais on n'en est pas sûr. Le reste, importe-t-il vraiment? Est simplement déterminé à ce moment-là, est-ce qu'elle voulait tuer ce type ou pas? À mon avis, tout le procès tournera autour de ça. Sur la base du témoignage actuel du grand jury, ils vont se concentrer sur ce qui s'est passé et quand. Témoigner serait aussi un défi pour répondre plus directement à votre question sur le contexte. Cela représentera l'essentiel du contentieux pré-procès. Si vous êtes la défense, vous refusez que ce soit présenté, affirmant que c'est hors de propos. Qui se soucie qu'elle aime les armes à feu? Je veux dire, si votre cliente était dans la même situation, mais il était chasseur, vont-ils montrer de vieilles photos de lui chassant le canard ou la caille? Les gens aiment aller tirer, mais pas du tout pour la défense. Contestez cela. Concentrez-vous sur les faits ici et forcez l'État à respecter sa charge de preuve. Une grande partie de cela sera traitée lors des procédures préalables au procès. On va essayer d'écarter ces photos, ou du moins le plus possible. Et puis encore plus, et je suis sûr que tu vas en parler. Ensuite, il y a toute cette histoire avec le grand-père qui est vraiment bizarre. C'est sûrement pour ça que vous en parlez. Eh bien, justement, elle a mentionné qu'elle était, selon ses mots, liée à un tueur en série alors qu'il n'a pas été condamné. Il s'agissait de 11 meurtres de travailleuses du sexe au Nouveau-Mexique entre 2001 et 2005. La police en a parlé devant le grand jury. Quelle chance que ce soit présenté au procès, si on y arrive. À mon avis, cela ne sera vraiment pris en compte que si elle a effectivement fait des déclarations à ce sujet à la police. Donc, je pense que le témoignage devant le grand jury auquel vous faites référence provient d'un officier de police. Absent, le prévenu n'a pas témoigné devant le grand jury. C'est extrêmement rare qu'un prévenu témoigne devant un grand jury, et ça, c'est tout un autre sujet de discussion pour un autre jour concernant les raisons. Mais sauf si elle a fait une déclaration à la police ou publié quelque chose à ce sujet, je crois qu'elle en parlait sur Twitter, X ou un autre réseau social ou peut-être dans ses journaux intimes. S'ils peuvent obtenir de ses écrits ou de sa bouche quelque chose sur sa fascination pour son grand-père et cette histoire, alors c'est possible. Je trouve cela un peu exagéré. S'il n'y a rien de plus que ce qu'ils ont trouvé lors de leur propre enquête, on dirait qu'elle s'en est vantée, au moins à une amie. Il me semble surprenant que cela soit retenu au procès si ce sont bien ses propres mots. Tes mots finissent toujours par se retourner contre toi dans tout procès civil ou pénal. Et si cela va jusqu'au procès, ce qui peut encore être loin. Mais en voyant cela, on peut probablement supposer que ce témoin sera l'une des personnes clés que l'accusation appellera. En parlant de ce qu'elle a vu, quelle serait la probabilité que la prévenue Alessandra Blea, puisqu'elle est l'autre personne qui était présente au moment des faits, doive témoigner à la barre pour sa propre défense? Pour donner un pourcentage, comme de nombreux clients le demandent pour leur affaire et les résultats. Je répète, je ne donnerai pas de pourcentage car je l'inventerai. Il y a tellement de variables en matière de défense pénale et dans ce genre d'affaires. Donc, est-ce une discussion qu'elle a et qu'elle continuera d'avoir avec ses avocats? Absolument. Mais il existe aussi des éléments internes que l'avocat de la défense peut rapidement connaître, comme l'impossibilité pour cette personne de témoigner. J'ai eu des clients dont je croyais absolument à l'innocence, mais je leur ai conseillé de ne pas témoigner, pour soi-disant raconter leur histoire. Parce qu'il faut comprendre qu'en face, qu'il y a un procureur pénal professionnellement formé qui va aussi vous contre-interroger. C'est réciproque. Si la défense les appelle et présente son dossier lors de l'interrogatoire principal et qu'elle raconte son histoire et qu'elle arrive jusque-là, ce que certains clients ne parviennent même pas à faire, simplement raconter leur propre histoire, c'est tout simplement difficile pour eux de parler devant une salle pleine de gens, surtout quand leur liberté est en jeu. Et si vous arrivez même à franchir cet obstacle, ce qui peut déjà être assez difficile, peu importe la préparation que vous faites avec votre client, il reste la variable inconnue de la façon dont le procureur, qui est excellent dans son travail, va attaquer. Et comment le jury va-t-il réagir à cela? Donc c'est périlleux, c'est difficile, c'est rare, mais oui, c'est absolument envisageable.
Et je suis sûr que ce sera un sujet de discussion pour eux, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y avait que 3 personnes présentes et seulement 2 d'entre elles sont encore en vie pour raconter l'histoire. Et enfin, pour terminer, quand vous, il y a beaucoup d'informations que nous ne connaissons pas et beaucoup d'informations qui vont émerger. Ce qui sera autorisé lors d'un procès, ce qui ne le sera pas, tout cela sera déterminé. Mais simplement à partir de ce que nous savons à ce stade, à quel point seriez-vous confiant en tant qu'avocat de la défense pour la défendre contre cette accusation de meurtre qu'elle pourrait encourir? Comme vous l'avez dit, je ne sais pas tout. J'ai parcouru rapidement la transcription du grand jury, donc je ne l'ai pas lu ligne par ligne ni examiné chaque élément de preuve. Comme dans toute affaire, être accusé de meurtre avec préméditation est toujours une bataille difficile. Je le dis à tous mes clients. Vous savez, ils n'accusent pas de ça à la légère maintenant. Est-ce que des gens sont déclarés non coupables ou accusés de délits moindres ou vraiment innocents? Absolument, mais c'est un vrai combat. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit, c'est tout. Nous allons tout faire pour protéger notre client et découvrir la véritable histoire derrière tout ça. Je vais le dire ainsi, Chris, j'ai connu pire. Des faits pour lesquels je me suis battu avec des clients et dont je suis sorti avec ce que je considère comme un succès. Oui, c'est vrai. Ce sera intéressant de voir la suite. On en est encore au début. Michael Triano, avocat pénaliste à Las Vegas. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Nous vous remercions. Merci à vous. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.